Raccialeon, on n'est pas très nombreux, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se saluer. Un zeste d'orange et d'espoir. Le livre est écrit par Gisèle Aristoy, qui est ici. Bonjour. Bonjour. Et c'est donc aux éditions Artsap. Ce livre est une fiction qui repose d'ailleurs, comme souvent, sur une histoire familiale, sur une mémoire familiale. Ce roman est une histoire où la Méditerranée est au cœur du récit. Majorque, Marseille sont le décor du livre, tout comme le sont les langues romanes, le majorquin, déclinaison du catalan, le provençal, autre forme de l'occitan, le castillan, et bien sûr le français, puisque c'est la langue d'écriture fondamentale de votre ouvrage. 4 personnages structurent le livre: Guillem, Maria Antonia, Raphaël et Antonio. Et le livre repose sur une des grandes marques du début du XXe siècle, l'exil. Exil économique, exil politique, avec son corollaire, avec leur corollaire, celui du paradoxe de cette situation, le désir d'ailleurs, d'une autre ou d'une nouvelle vie, et la nostalgie du lieu des racines profondes, paradoxe fondateur d'ailleurs souvent de fortes personnalités. Alors j'ai envie de vous poser une première question, c'est comment s'est fait ce long parcours entre une Majorque qui n'a pas encore été envahie par le tourisme, où la ruralité est toujours très présente, où l'artisanat tient lieu d'industrie, et Menviande ici en Pays-Bas. C'est-à-dire, en gros, votre histoire raconte probablement un peu une partie de l'histoire de l'exil. Alors effectivement, puisque je suis une descendante de ces personnages que vous venez de présenter, je suis issue d'une double culture, même triple culture. Et mes ancêtres étaient pour certains andalous et pour d'autres mallorquins. Et dans ce roman, je me suis attachée à décrire et à expliquer ce qui avait pu pousser des personnes à quitter une île où dans le fond ils vivaient bien, où ils étaient assez heureux, mais ils étaient titillés par l'envie de connaître autre chose, par un certain modernisme qui leur était conté par des personnes qui étaient déjà parties en France, notamment à Marseille, et qui, quand elles revenaient, une fois l'an, leur contaient des docteurs qui existaient sur le lieu du travail, des meilleures conditions de vie, le modernisme qui commençait à entrer dans les maisons. Et comme je vais régulièrement à Majorque, puisque j'y ai encore des attaches, il y a 3 ans, j'ai rencontré des personnes âgées, et je leur ai demandé qu'est-ce qui avait pu pousser ces Majorcains du début du XXe siècle à quitter l'île. Et mon grand-père faisait partie de ces Majorcains. Malheureusement, il est parti trop tôt pour me conter un petit peu ce qui avait poussé ses parents à l'emmener dans cette aventure. Et ce qui m'a été répondu, c'était l'envie de vivre mieux. J'ai retenu ça, l'envie de vivre mieux, puisque la France était présentée comme un Eldorado. Et à partir de là, j'ai brossé cette histoire. Je me suis attachée à présenter des personnages, pour la plupart masculins. Je voulais avoir le point de vue de ces hommes, parce que dans mon premier roman que j'ai écrit, qui s'appelle « La lumière suspendue » et qui parle de l'exil d'Andalousie à Provence, je m'étais attachée à brosser des personnages essentiellement féminins, et qui sont mes aïeux également. Voilà. Alors, quand on écrit un livre comme ça, parce que n'étant pas une écrivaine professionnelle, le livre est quand même long. Donc il faut trouver du souffle, il y a quelque chose qui vous habite. Je me posais la question, est-ce que c'est la nostalgie de cette histoire familiale qui est à l'origine du livre, du récit? Nostalgie peut-être, l'envie de rendre hommage surtout, l'envie de rendre hommage à ces personnes qui se sont battues toute leur vie, qui ont quitté la terre natale, comme je l'ai expliqué, pour vivre mieux, mais qui ne s'attendaient peut-être pas à une adaptation difficile. Peut-être qu'elles rêvaient d'une France où tout serait parfait. Bien qu'elles étaient très très bien accueillies,
Il n'y avait pas comment dire, de mauvais regard, il n'y avait pas de méchanceté à l'égard de ces personnes qui venaient travailler en France. Mais elles ont quand même eu des difficultés à s'adapter. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la langue, au majorquin, au provençal, et ce qui effectivement a facilité l'adaptation de ces personnes, c'est cette langue. Le provençal ressemblant énormément au mallorquin, ça a facilité l'adaptation. Donc le français, parler français, c'est venu après. D'abord, ces personnes bidouillaient un petit peu entre mallorquin et provençal pour se faire entendre, pour se faire connaître. Alors justement, c'est intéressant, vous parliez de la langue, parce que c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est que, notamment au début du livre, au fur et à mesure d'ailleurs que les acteurs s'installent, la part de majorquin, la part diminue, la part de provençal augmente et la part de français augmente également. Est-ce que ça a été une volonté de parler, d'écrire dans ces trois langues quelque part, de faire parler les personnages dans ces trois langues? Je précise pour tous ceux qui auraient du mal avec le majorquin ou le provençal, d'abord c'est une langue romane, donc quand on en parle une, la seconde est facile à parler, l'autre est facile à parler, mais est-ce que pour vous ça a été la volonté d'être au plus près des personnages? Je rappelle ce que je voulais vous dire, tout d'un coup, peut-être un oubli, c'est que ce qui est en majorquin ou en provençal est toujours traduit. Hein, donc vous n'avez pas de problème. Il y a répétition, il y a des italiques pour la langue d'origine, et après on retrouve le caractère. Ce sont des bribes de phrases, effectivement, que j'ai rapportées. Est-ce que c'est la volonté d'être au plus près des personnages? Alors, à vrai dire, c'est que quand j'écris, pour la première partie qui se passe au pied de la Tramontane, donc à Majorque, en fait, je pensais pratiquement en mallorquin. Et j'entendais les phrases en mallorquin. Donc, je n'allais pas écrire en mallorquin, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai écrit quelques bribes de phrases, parce que j'entendais et je pensais en mallorquin. Et également pour le provençal, j'ai baigné dans cette culture et toute ma famille parlait ou mallorquin ou provençal quand j'allais en vacances dans ce petit village à côté de Marseille, au pied de la Sainte-Victoire. Donc, c'est ce qui a guidé mon écriture. Donc, c'est même pas une volonté littéraire, c'est quelque chose qui était spontané. Ce qui était spontané, tout à fait. Vous êtes quelque part l'héritière de toute cette histoire. Est-ce que vous êtes la seule héritière? Est-ce que vous êtes la seule qui raconte l'histoire? Est-ce qu'il y a une volonté de la raconter pour tout le monde? Mais pour tout le monde, j'ai envie de dire, un peu, on écrit toujours à quelqu'un quand on écrit, vous savez bien. Est-ce que vous avez écrit à vos enfants pour raconter cette histoire? Est-ce que vous avez écrit à vos oncles, aux tantes, aux gens qui étaient très proches de vous quand vous écriviez? Alors, quand j'écrivais, d'abord, j'avais effectivement parlé autour de moi et j'ai dit à mes proches que j'allais raconter un petit peu ces histoires d'exil. Déjà parce que l'exil, je trouve que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité et qui fait encore écho, c'est quelque chose d'universel. Je serais tentée de dire malheureusement pour certains, pour moi non, puisque je suis là. Mais j'ai interrogé, c'est l'esprit curieux qui m'a guidée aussi, puisque dans mon enfance, j'étais bercée par ces histoires et j'avais effectivement envie d'apporter ce témoignage, comme j'ai dit tout à l'heure, pour rendre hommage. Et une des personnes qui est encore vivante près de Marseille a nourri essentiellement ce roman d'anecdotes réelles. Alors comment vous avez procédé? Il y a presque comme de l'enquête dans votre histoire autour de ces personnages. Il y a des moments, y compris de l'histoire de l'après-Première Guerre mondiale, oui, jusqu'à maintenant. Comment avez-vous travaillé pour pouvoir restituer la période historique que vous évoquez, qui est effectivement celle du début du XXe siècle, qui est une grande période d'exil? Aujourd'hui, tout le monde a l'impression qu'il n'y a pas d'exil, qu'il y a énormément d'exil, qu'il n'y en avait pas avant. C'est complètement faux. Toute l'Europe était en exil à l'époque. C'était pas du tout une absence. Au contraire, le début du XXe siècle, c'est la question principalement de l'exil, des gens qui partent, oui, pour chercher une vie meilleure, souvent pour chercher une vie meilleure ailleurs, ou pour s'abriter des dictatures, des fascismes, etc. Alors, quand j'ai su que j'allais écrire, je ne savais pas que j'allais écrire sur l'exil, puisque je ne savais pas les raisons profondes qui avaient guidé
tous ces personnages lors de leur décision de quitter ou l'Andalousie ou Majorque pour ce roman. Moi, j'allais écrire l'histoire de mes aïeux sans savoir ce qui les avait poussés. Et effectivement, à force d'interroger, je suis quelqu'un de très très curieux, d'interroger, effectivement, ça ressemblait à une enquête, une espèce d'enquête. Et je suis dotée d'une assez grande mémoire. Et je me suis souvenue, quand j'ai décidé d'écrire, de tout ce que j'entendais étant enfant, voire adolescente, quand ces personnes, qui pour moi étaient vieilles, mais qui avaient peut-être mon âge maintenant, racontaient leur départ de Majorque, etc. Et c'était des personnes qui étaient toujours joyeuses, qui ont toujours remercié les personnes qui les ont accueillies en France. Et une des phrases que j'avais en tête et qui a fait que je savais que j'écrirais un jour, c'est une phrase de ma grand-mère qui m'avait dit dans les années 90. Alors, pour les plus âgés d'ici, pour qui se rappelleront, c'est au moment où Charles Pasqua essayait de pondre une loi sur la nationalité. Et ma grand-mère, à ce moment-là, m'a dit « Moi, je suis française et fière de l'être. C'est la France qui m'a nourrie. » Et ce terme-là, de nourrir, m'a fortement interpellée et a fait que j'ai commencé à faire mes recherches. Alors, quand on lit votre livre, moi, une des choses qui m'a perturbé, c'est le nombre de personnages qui apparaissent. J'ai rappelé qu'il y en avait 4 qui structuraient les parties de votre livre pour aller vite, mais il y a énormément de personnages dans votre livre. Pourquoi vous avez souhaité mettre autant de personnes en jeu, j'ai envie de dire en scène, puisque quelque part un peu vous les avez mis en scène? Alors, je rappelle qu'à l'époque, les familles étaient très très nombreuses. On était plutôt sur des fratries de 8-10 enfants et chacun avait sa place. Et je n'ai pas voulu supprimer certains personnages. Je trouvais qu'ils avaient tous un rôle à jouer et qui méritaient d'être racontés. Alors, pourquoi le choix de ces 4-là, des 4 qui ont structuré le livre? Alors, je ne sais pas comment vous répondre là. Ça, c'est... L'analyse, vous savez, quand on écrit, enfin moi j'écris, puis je ne sais pas trop où je vais. Et en fait, quand le livre est terminé, l'histoire vous échappe. Chacun se l'approprie. Donc vous dites, certainement avec raison, il y a 4 personnages. Donc c'est vous qui... Vous avez les 4 parties, portent des noms de personnages. Hein, oui, par rapport au chapitre, effectivement. Oui, vos 4 parties, 4 grandes parties. Alors, Guillaume, qui est le premier personnage qui apparaît, est un personnage effectivement fondateur parce que c'est celui qui a le rôle de guide, de conseiller. Il explique à ceux de son village qui veulent partir que peut-être ce n'est pas forcément un bon choix et qu'il vaut peut-être mieux se battre sur sa terre et essayer de vivre mieux sur sa terre plutôt que d'aller voir ailleurs si le soleil brille mieux. Et puis Antonio qui entraîne toute sa famille avec les réticences, malgré les réticences de sa femme. Et là, je fais effectivement référence effectivement à la famille de mon grand-père, puisque ce départ a été décidé par un homme et sa femme l'a suivi avec sa fille. Et comme je le dis dans le roman, elle n'a pas pu s'adapter et elle est revenue à Majorque et ça a été un double déchirement, puisque après avoir vécu l'exil, qui était difficile, il y a eu en plus la fracture de la famille. Alors les 2 autres, Maria-Antonia et Raphaël, Maria-Antonia, oui, et Raphaël, pourquoi? Alors on pourrait dire que ce sont mes grands-parents. D'accord. Donc Raphaël est le Mallorquin qui a quitté sa terre à l'âge de 14 ans, et Maria-Antonia est l'Andalouse qui a quitté sa terre à 4-5 ans. Et comme je le raconte après, ils se sont rencontrés à Marseille et se sont aimés. Quand j'ai dit que votre roman était une histoire où la Méditerranée était au cœur du récit, est-ce que vous aviez confiance de cette géographie si particulière? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est une évidence. Vous avez un grand attachement à ça, à la Méditerranée, son histoire, sa culture? Oui. Alors, je rajouterai pour les personnes ici présentes, parce qu'on est quand même au Bilsart de Sarre, qui est là pour véhiculer la culture basque, que voilà, j'ai une triple culture et j'ai aussi une culture basque qui pour l'instant n'est pas encore nourrie, j'ai pas encore fait de roman, mais effectivement la partie méditerranéenne est très importante. Bien, moi je sais pas, est-ce que vous avez envie de nous dire quelque chose encore? On a encore 2 minutes donc. Encore 2 minutes. Si vous voulez les prendre, vous pouvez les prendre. Alors,
Je pense que c'est pour ceux qui auront le désir de l'acheter, c'est un roman qui vous fera voyager sans danger pendant cette période si particulière. Vous partirez de la Tramontane jusqu'à la Sainte-Victoire, pour ceux qui connaissent, en Provence, et vous serez porté effectivement et transporté dans ces pays aux odeurs et aux senteurs et à la lumière assez particulière, et vous découvrirez des personnages attachants. Voilà donc un exil de Majorque jusqu'en Provence. C'est le thème, c'est le fil conducteur du livre Un zeste d'orange et d'espoir de Gisèle Aristoy. Aux éditions Artsar. Merci. Mille esker Patrick Pépin, mille esker Gisèle Aristoy.